Oui, bonjour, Geneviève Michon donc, est au Maroc et m'a envoyé quelques informations que je suis chargé de vous relayer. J'ai peut-être une petite... Ah oui, pardon. Donc, je vais vous proposer un certain nombre de pistes de réflexion avec aussi des changements, en tout cas des adaptations qu'on a pu identifier. J'ai gardé volontairement l'exemple du Maroc comme exemple principal, mais je peux aussi vous en citer d'autres dans les différents pays ou les régions du monde dans lesquelles j'ai travaillé. Voilà. Donc, un bref rappel des savoirs locaux. On les a vus réémerger à l'occasion en 1992, la conférence sur la biodiversité, avec un accent très fort sur les populations autochtones, qu'on appelle chez les anglo-saxons les populations indigènes. Chez nous, c'est un peu connoté différemment. Et de plus en plus, il y a une prise en compte de ces savoirs locaux au sein des sociétés paysannes. C'est plus uniquement les populations autochtones, mais aussi les sociétés paysannes au sens large. En premier abord, on a pris en compte tout d'abord les savoirs naturalistes, qu'on appelle Traditional Ecological Knowledge en anglais, mais aussi il y a une forte liaison avec tout le reste des savoirs et du faire. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a dans ces deux mots à la fois le faire savoir, c'est-à-dire tout ce qui est la transmission, et aussi le savoir-faire, donc la mise en pratique avec les techniques et puis les usages au fil des transmissions, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut absolument regarder ces savoirs locaux dans le contexte et dans leur liaison avec à la fois les représentations de l'environnement, d'autres pratiques plutôt d'ordre symbolique, mais aussi les discours internes, c'est-à-dire que la société a sur elle-même et sur la façon dont elle gère ou elle se relationne à l'environnement, et les discours externes, les discours qui sont projetés de l'extérieur, à la fois sur la société et sur ce type de savoir. L'autre élément important à garder à l'esprit, c'est tout ce qui est autour de la transmission et de l'acquisition de ces savoirs, notamment certaines sociétés. Beaucoup de ces savoirs ont disparu, ou beaucoup des générations qui étaient en charge de transmettre ces savoirs ont, elles, disparu. Donc là, on a un gap, et il y a une reconstruction de ces savoirs et de nouvelles formes de transmission qui seraient intéressantes à prendre en compte. Ce n'est pas uniquement des savoirs sur l'environnement ou liés à l'environnement ou aux effets du changement climatique, mais c'est aussi des savoirs sociaux, d'ordre économique, politique, etc. Donc, on a aussi une intégration des savoirs exogènes et des savoirs qu'on a sur le monde extérieur qui sont transmis à l'intérieur des communautés locales. Donc ce domaine des savoirs locaux est de plus en plus important avec l'accroissement des échanges, notamment tout ce qui est lié à la globalisation, et on est un peu confronté à la question, est-ce que c'est un mythe ces savoirs locaux, ou c'est vraiment une réalité avec une efficacité et une réalité dans la mise en pratique. Donc ce qu'on a essayé de rechercher dans un premier temps, c'était comment ces savoirs locaux pouvaient être une alternative à des systèmes dominants qui n'étaient pas toujours une réussite, une réhabilitation aussi des savoirs dits indigènes qui pendant longtemps ont été niés, rabaissés, etc. Et cette validité des savoirs pour non scientifiques est intéressante à mettre dans le contexte de la gestion des ressources naturelles d'une part, et comme réponse aux effets du changement climatique de l'autre. Ce qui est intéressant, c'est si on peut attribuer à ces savoirs locaux un statut d'instrument de gestion, et ce qui sont potentiellement un outil garant d'une bonne gestion, durable ou équitable des ressources, dans le contexte qui nous concerne, c'est-à-dire celui du changement climatique. Donc il y a l'idée de trouver aussi de nouvelles connaissances ou de nouvelles façons de réagir aux impacts du changement climatique. Et ça pourrait être aussi un outil original et adapté à des situations locales, et je pense que c'est important de garder à l'esprit la notion de local, puisque trop souvent on a tendance à essayer de décaler ces savoirs ou de les prendre dans un endroit et d'essayer de les appliquer dans un autre. Encore quelques remarques globales. Les savoirs locaux sont inscrits durablement dans des projets de développement, donc tout ce qui est conservation, valorisation, etc. Est-ce que ça peut être là, encore une fois, une ressource majeure de ce développement durable? Ils sont mis directement en contact avec les changements rapides du monde auquel la quasi-totalité des populations maintenant sont confrontées,
Alors bon, il y a toute une liste de tous ces échanges. Et maintenant, dans le contexte du changement climatique, on se pose de nouvelles questions, notamment avec la réappropriation, j'allais dire, ou le passage de nouveau au collectif de certains de ces savoirs qui étaient devenus, autour des années 90, plutôt des savoirs mis en avant au niveau individuel sur du temps court. Et là, on a une réappropriation par le collectif et une mise en pratique de ces savoirs plutôt sur le temps long. Donc, quelques particularités, ce sont des savoirs empiriques, mais qui sont mis en permanence à l'épreuve du collectif. Ils s'inscrivent dans des schémas d'explication du monde, la représentation qu'ont les sociétés du monde, de leur milieu, aussi la représentation et parfois le discours, qui n'est pas toujours la réalité, des impacts qu'elles ont, qu'elles pensent avoir sur ce milieu, et aussi le discours sur les autres sociétés et leur utilisation du milieu. Ces savoirs sont partagés beaucoup plus que des savoirs d'experts qui souvent sont au niveau individuel et sont au niveau de praticiens, sont redéfinis par les individus selon leur environnement particulier, leurs besoins et leurs pratiques. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'un savoir local, dans un contexte de crise socio-environnementale, on va dire, est très circonscrit à l'ensemble de la communauté et à une certaine pratique, une certaine gestion des ressources. Ça renvoie à un schéma en 3 temps, donc l'imprégnation, l'appropriation, la transmission de ce savoir, cette transmission, et ensuite la mise à l'épreuve de la pratique individuelle. Cette pratique individuelle crée une connaissance. Ces innovations qui sont issues de cette pratique individuelle sont transmises ensuite pour enrichir le savoir local du groupe. C'est des schémas un petit peu accélérés que je vous présente là, mais ça répond à plusieurs dynamiques qui ont été observées dans différentes régions du monde. Donc cette construction des savoirs locaux se fait en liaison avec la gestion des ressources naturelles dans un contexte de contraintes ou d'aléas climatiques très forts. Les savoirs adaptés, donc qui s'adaptent à ces contraintes, résultent d'une double dynamique. À la fois une construction lente, donc les gens sont confrontés sur des changements qu'ils observent sur un long terme, et sur une accumulation d'expériences empiriques qui est à la fois individuelle et collective. La combinaison de ces deux éléments permet de répondre à certaines contraintes imposées par les conditions climatiques et vise à gérer le risque et l'incertitude, ou en moins à en diminuer l'impact. Je vous ai mis là tout un exemple qui résulte de discussions qu'on a eues avec ma collègue Geneviève. Donc, des variétés de blé qui sont échangées dans les régions périsahariennes, qui ont des aptitudes à germer après une seule petite pluie et des cycles de développement accélérés. Bon, j'ai pu observer aussi cet échange avec des graines plus adaptées aux conditions de sécheresse dans le sud de Madagascar notamment. L'abeille subsaharienne, qui est une race d'abeilles domestiquées qui est mieux adaptée à des conditions difficiles, donc elle résiste à la fois aux chaleurs extrêmes de l'été, mais aussi au froid de l'hiver, et une grande capacité à essaimer. Dès qu'il pleut, il y a un essaimage de différentes colonies qui profitent au maximum de la floraison sur un temps très réduit. Au Maroc, les éleveurs font des croisements pour obtenir des races, une sélection pour obtenir des races qui soient non seulement adaptées à une conduite pastorale spécifique, à savoir parcourir de grandes distances par jour, mais aussi capables de se nourrir de fourrages foliaires, qui sont souvent les seuls disponibles en été, lorsque la végétation herbacée sont non disponibles. C'est aussi des pratiques qui renforcent la capacité de résilience ou d'adaptation. Donc, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve d'une manière quasi universelle dans les agricultures familiales, c'est l'aptitude à mélanger et l'habitude à mélanger les variétés selon leur aptitude climatique ou leurs meilleures conditions pour germer dans différents types de sols, avec différents types de pluie, selon la sécheresse, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve, j'ai pu moi le voir au Laos, avec les échanges de semences de riz pluvial entre différents groupements de communautés villageoises. Et à l'intérieur d'une même parcelle, les gens plantaient différents types de riz, du riz précoce, du riz qui va au contraire retarder un petit peu, et avec différents usages culinaires et autres.
La construction de ruches ou de ruchers au Maroc, là on est revenu au Maroc, qui permettent aux abeilles de résister aux conditions extrêmes. Donc il y a des ruches qui sont faites spécifiquement dans les régions périssariennes, qui sont en argile et qui sont enterrées pour mieux résister à la chaleur. Et l'exemple que Geneviève m'a fait parvenir est celui des agdals forestiers au Maroc. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des forêts réservées dans lesquelles on va puiser à la fois, on va collecter à la fois du bois de feu, du bois de construction, durant l'hiver. Elles sont totalement interdites d'accès à certaines périodes de l'année. Lorsque la saison est favorable, ces agdals restent fermés et les agro-pasteurs, eux, vont transhumer dans d'autres zones et laissent cette zone en défense, si vous voulez. Elles dépendent à la fois de gestion collective et aussi de droits d'accès familiaux et parfois individuels. C'est un petit peu complexe et c'est en train de changer, notamment avec la privatisation des droits et d'accès aux fonciers au Maroc. Ces agdals pastoraux, ce sont des pâturages d'altitude, interdits d'accès pendant tout le cycle de reproduction des espèces herbacées et qu'on ouvre aux troupeaux une fois que le cycle est fini. Alors comment détermine-t-on que le cycle est terminé? C'est une fois que les graines sont tombées sur le sol. Là, on a une double validation de l'ouverture, à la fois une observation individuelle par les chefs de famille des différentes familles qui ont un droit d'accès collectif, et puis ensuite, à un moment où décide l'ouverture, une grande fête collective qui va sanctionner l'ouverture de cet agdal à partir du moment où on pourra y ramener de nouveau les troupeaux. La taille des arbres en trogne, donc, vous voyez, c'est des arbres avec des troncs énormes et très peu de feuillage qui renforcent leur résistance, leur capacité de résistance et de production. Et puis aussi une gestion collective qui se surimpose aux gestions individuelles et qui permet à une assemblée de sages ou d'anciens de prendre des décisions qui s'imposent. La fermeture des pâturages ou d'accès à la forêt, la mise en propriété individuelle qui est ouverte au collectif en cas de nécessité, ou des zones qui sont interdites de chasse ou de collecte à certaines périodes de l'année, ou quand les conditions climatiques font qu'il apparaît au groupe nécessaire d'en fermer l'accès. On observe ça aussi, encore une fois, dans d'autres sociétés qui développent des tabous, des interdictions de pêche dans certaines portions de rivières à certaines périodes de l'année, ou qui interdisent, encore une fois, la collecte des produits non ligneux, par exemple. La gestion de l'eau aussi en zone désertique, avec toutes les infrastructures, mais le partage collectif qui n'est pas fixé une fois pour toutes, définitif, mais qui change en fonction des conditions. Donc cette construction des savoirs locaux est relative à la gestion des ressources naturelles et en contexte de contraintes ou d'aléas climatiques. Ce sont des savoirs adaptatifs qui intègrent à la fois le changement et la possibilité de changement en évolution constante. Cette adaptation est quasi permanente au changement et au changement de l'environnement. Ça va à l'encontre des idées reçues où beaucoup de sociétés sont présentées, où on présente la tradition comme quelque chose de figé dans le temps, quelque chose qui ne bouge pas. On prête souvent aussi à la tradition le pouvoir de créer une résistance au programme de développement, au programme de changement, etc. Je crois que la tradition, c'est surtout ce que les gens en font. Et il y a encore une fois un très grand décalage entre le discours et la réalité. Et c'est beaucoup plus adaptatif et beaucoup plus dynamique qu'on pourrait le croire. Donc il y a une attitude globale qui intègre la variabilité potentielle des conditions de l'environnement. On ne fiche pas les savoirs ou les pratiques, y compris les pratiques sociales. Ce ne sont pas uniquement, encore une fois, les savoirs liés à l'environnement. L'organisation sociale de la production peut varier en fonction des aléas et des contraintes climatiques. On n'encourage pas non plus les pratiques qui bloquent les capacités d'évolution des variétés, des races ou des agro-écosystèmes. L'exemple de l'évolution de l'apiculture à Madagascar, c'est une transhumance de plus en plus répandue et de plus en plus étendue aussi des ruches. Alors là, il y a d'autres choses qui viennent se greffer dessus, hein, les transporteurs qui profitent de la situation, ou des échanges de ruches, ou des échanges d'accès à des zones comme pour les zones de transhumance pour le bétail, mais là, donc on déplace les ruches en fonction des floraisons éloignées lorsque les floraisons locales ne sont pas suffisantes, par exemple. Donc l'originalité de ces savoirs locaux, c'est maintenir une certaine fluidité entre ce qu'on pourrait appeler le sauvage et le domestique. Là, encore une fois, c'est quelque chose qu'on trouve dans pas mal de sociétés. Moi, dans des régions où j'ai travaillé en Thaïlande, beaucoup d'alimentation, notamment dans les périodes de cérémonies de commémoration de l'établissement du village, sont composées pour moitié de produits cultivés et pour moitié de produits forestiers. Et cette complémentarité, cette harmonie, comme la définissent les gens, entre le monde naturel et le monde
cultivé, le monde sauvage et le monde des hommes, si vous voulez, est destiné dans la symbolique à renforcer cette complémentarité et on doit redonner ce qu'on prend à la nature en échange. Ces populations qui sont des Karen, avec lesquelles j'ai pas mal travaillé il y a un petit moment maintenant, font de la riziculture pluviale sur brûlis forestiers et une fois tous les 10 ans, chaque maisonnée amène un certain nombre de semences de riz. Tout le village va en milieu forestier, on élague un petit peu le sol, on ne coupe pas les grands arbres bien entendu, on coupe des branchages, on plante du riz, mais on ne va pas le récolter, c'est considéré comme étant une offrande, un retour à la forêt, aux animaux de la forêt et à la forêt elle-même, cette offrande du riz qui correspond, qui est si vous voulez, une rétribution au monde naturel de ce que les hommes ont obtenu du monde naturel en pouvant se nourrir pendant une dizaine d'années avec le riz pluvial. Donc il y a pas mal de... Alors l'exemple du châtaignier, moi je le connais très mal, il y a sûrement beaucoup de gens qui connaissent bien ici, bien mieux que moi. Par contre, celui des essaims d'abeilles, je l'ai vu aussi pratiquer au Laos et en Thaïlande. On va chercher des essaims sauvages qu'on mélange aux essaims domestiques afin quand ils ont été dépeuplés pour avoir une meilleure population et résister aux hivers rigoureux ou des années de sécheresse. J'ai quasiment terminé. Le collectif prime lorsqu'il faut prendre des décisions dans des conditions de difficulté ou d'aléas ou de changement climatique, donc les agdals forestiers au Maroc, et aussi les variétés, c'est-à-dire les semences végétales, les races animales qui sont pensées en bien commun et qui permettent à chacun de procéder à ses propres expérimentations et ensuite retour vers le groupe. Donc quelques recommandations pour terminer. Les savoirs locaux, en particulier en conditions climatiques extrêmes, peuvent être une mine d'informations sur la façon de gérer la sécheresse, la pluviosité excessive ou les aléas climatiques ou les aléas interannuels. Donc ça peut mieux nous renseigner sur à la fois cette optique climatique, mieux comprendre les mécanismes qui permettent cette adaptation. Aussi, non seulement l'essence, mais maintenant qu'il y a des déplacements de population, la transmission et l'acquisition de ces savoirs. Revisiter l'intérêt des communs pour la lutte contre ou l'adaptation au changement climatique. Quels mécanismes sociaux peuvent permettre au collectif de prendre le pas sur l'individuel lorsque l'intérêt collectif est en danger. Aussi revisiter la notion de propriété privée au sens du droit occidental, notamment reconnaître les droits collectifs, les droits collectifs à des terrains de parcours ou à des zones que les gens vont utiliser d'une manière collective et non plus d'une manière individuelle. Et les politiques commerciales sur la privatisation des semences, je crois qu'il faut vraiment essayer de faire un grand coup de pied dans cette fourmilière parce que ça bloque, et c'est mis en pratique dans pas mal de pays, on empêche les gens d'échanger les semences comme ils le faisaient dans le passé. Réapprendre l'alliance aussi avec le sauvage, donc une complémentarité entre le monde cultivé et le monde sauvage, ne plus systématiquement voir des mauvaises herbes, mais il y a peut-être une utilité à certaines mauvaises herbes. De même, les ravageurs de culture peuvent être dans certaines situations des auxiliaires de culture, je crois qu'on le sait bien avec l'agriculture bio. Et peut-être comprendre ou appréhender les savoirs locaux comme le produit d'une intelligence collective et non d'une production d'experts. Ces expériences empiriques et individuelles et collectives d'adaptation au changement climatique peuvent être mises en commun et soumises à des collectifs de plus en plus élargis. Est-ce que justement ça ne représente pas une solution à explorer, peut-être pour un niveau plus large? Donc simplement en conclusion, je pense que dans ces dynamiques et cette compréhension et ce regard sur les savoirs locaux, je pense qu'il ne faut absolument pas négliger des notions centrales liées aux droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les déplacements et la relocalisation des réfugiés climatiques, en ce qui concerne les identités et les citoyennetés qui ne sont pas toujours reconnues, voire très peu reconnues à certaines populations, et donc il y a le problème de créer un doute sur ses propres connaissances et de ne pas avoir une reconnaissance d'une identité ou d'une citoyenneté. Les droits fonciers aussi, à la fois l'accès et une légitimité de certains droits fonciers qui ne sont peut-être pas la façon dont on le reconnaît dans le monde occidental. Une reconnaissance aussi des droits à l'environnement, qui ne sont pas nécessairement, encore une fois, ceux des canons juridiques des droits à l'environnement occidentaux. Et puis un développement économique qui, s'il est souhaité, puisse être mis en place d'une manière respectueuse et adaptée et non pas plaqué sur les gens de l'extérieur. Voilà, je vous remercie.